Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'It is Clueless, l'asso étudiante militant pour une meilleure représentation des neurodivergences à l'écran. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous parler d'un personnage et d'une actrice autiste qu'on adore, Queenie de Heartbreak High, interprétée par Chloé Hayden. Ce personnage nous offre depuis 2 saisons une personnalité exubérante pour une représentation hors du commun. Mais pourquoi cet ado autiste nous fait tant de bien ? Pour le comprendre, il faut regarder un tout petit peu en arrière. Parlons des stéréotypes des représentations de l'autisme au cinéma. Alors, la première représentation d'un personnage autiste à l'écran, c'était dans un film d'Elvis qui s'appelle Change of Habit de 1969. Nice. Et très clairement, c'est pas le meilleur film au monde, déjà de base. Et ensuite, côté représentation, c'est vraiment pas terrible non plus. Vraiment, ce film, il n'a rien pour lui, désolé. Déjà, il faut savoir qu'en 1969, l'autisme était considéré toujours comme une maladie, comme quelque chose qui devait se soigner, et pas du tout comme une neurodivergence, comme on commence à le voir aujourd'hui. Change of Habit, c'est une véritable torture envers la communauté autiste, très clairement. L'un des personnages principaux, c'est le docteur Carpenter, qui est joué par Elvis Presley, et il est en charge de plusieurs patients. L'un d'entre eux, c'est une petite fille qui est autiste, qui s'appelle Amanda. Donc, oh, cool, une femme, c'est la première représentation autiste. Wouh! Mais malheureusement, voilà, elle souffre beaucoup, cette petite fille, et elle a beaucoup de crises autistiques. Et l'une des thérapies qu'elle va suivre pour, entre guillemets, guérir de l'autisme est ce qu'on appelle la Rage Reduction Therapy. En gros, elle consiste à réguler les enfants et les forcer à créer un lien avec leurs parents ou titulaires. Alors, il faut savoir que le réel docteur derrière cette théorie était là au moment du tournage pour diriger la scène de la Rage Reduction Therapy avec Amanda, la petite fille. Donc bref, en soi, ce film, il mériterait une vidéo entière pour le critiquer. Mais on préfère se concentrer sur les trucs positifs qui arrivent plutôt que sur le négatif. C'est ça. Cependant, il existe d'autres films après 69 qui sont quand même pas forcément au top niveau des représentants de l'autisme, ou alors qui vont quand même rester en fait dans toujours ce même schéma de l'homme blanc, cis, hétéro. renforcer toujours les mêmes stéréotypes dans Rain Man, avec Sheldon, dans Big Bang Theory, des trucs comme ça. Atypical. Dans Atypical aussi, où c'est toujours, comme t'as dit, un mec... Scientifique. Un scientifique blanc. Bah, dans Atypical, il aime beaucoup le dessin, genre il fait des trucs artistiques et tout. Cool. Mais c'est toujours un mec blanc qui a beaucoup de problèmes de communication sociale. On dirait qu'il a aucune empathie avec les gens. Il parle de manière très robotique et tout ça. Et c'est vraiment genre un peu tout le temps les mêmes stéréotypes qui sont renforcés. Il y a aussi autre chose qui nous dérange, en fait, quand on regarde ça à l'écran, c'est que ces personnages-là, ils ne sont pas joués par des personnes autistes. Ce sont juste des hommes totalement neurotypiques. Et en fait, ok, c'est cool, Rain Man, voilà, il a eu un Oscar, et il joue bien, c'est sûr, mais pourquoi c'est pas une personne autiste qui l'a joué ? Et même encore aujourd'hui, voilà, The Good Doctor, c'est une personne totalement neurotypique. Et en fait, ça va juste encore donner beaucoup de stéréotypes, parce que la personne, elle saura pas forcément toujours comment aborder ce sujet, en fait. Et ça rentre aussi dans ce truc d'infantilisation des personnes autistes, de dire que « Ah, mais vous inquiétez pas, nous, les personnes neurotypiques, on peut parler à votre place. Nous, on va interpréter les rôles de personnes autistes à votre place, au lieu de vous donner la voix. » C'est ça, surtout que en fait, à chaque fois ils disent ouais, mais le monde du cinéma c'est trop stressant, c'est pas fait pour les personnes autistes. Bah alors, rendez-le accessible en fait. Oui. C'est pas compliqué. Genre. C'est ça, genre de 1, c'est faux. Les personnes autistes peuvent très bien être acteurs, actrices, Exactement. c'est pas du tout Anthony trop stressant. Hopkins. Anthony Hopkins. Et de 2, bah si c'est le cas, c'est peut-être que votre environnement de travail est un tout petit peu stressant. Ouais, ça, il est pas stable. Voilà. Mais au milieu de toutes ces représentations qui renforcent les stéréotypes, il y en a de plus en plus qui se diversifient. Par exemple, dans la série She-Ra, il y a un personnage qui s'appelle Entrapta, qui est une femme autiste qui est pas du tout robotique dans ses comportements. Elle est assez exubérante, elle bouge partout avec ses cheveux, elle rit tout le temps, elle se tient à l'envers et tout, elle est très très joyeuse. Mais elle renforce aussi certains stéréotypes. Par exemple, elle est obsédée par les robots, par la science, par la robotique. Elle a apparemment aucune morale, genre il y a vraiment toute une partie des gens qui s'appellent les méchants. Et elle va avec les méchants parce qu'ils lui donnent de l'argent pour travailler sur ses robots. Et pour elle, il n'y a aucun problème. Parce que ce qui est important pour elle, c'est les relations qu'elle a avec les gens. C'est genre la loyauté qu'elle va avoir envers, je me souviens plus de son nom, mais celui qui dirige les méchants. Et ils deviennent genre besties. Elle tient beaucoup à cette personne. Et du coup, Entrapta, c'est un peu un très bon mix entre des stéréotypes renforcés et aussi une nouvelle facette de l'autisme qu'on voit pas souvent à l'écran.
Ok, parce que du coup, on l'a pas précisé aussi, mais Sheldon, dans Big Bang Theory, il est codé. Hein. On l'a absolument jamais dit dans la série qu'il est autiste, mais pourtant, c'est vraiment le cliché de l'autisme. Et du coup, je voulais savoir, Entrapta, du coup, est-ce qu'elle est codée aussi? Ou est-ce que l'autisme, du coup, comme c'est un dessin animé, ça peut être un peu une forme différente, d'un univers différent? Oui, alors, ils le disent pas dans la série, parce que genre c'est un monde fantastique et tout ça, voilà. Ils ont pas forcément les mêmes codes, les mêmes termes, mais les créateurs de la série, ils ont dit non, on l'a écrit pour qu'elle soit autiste. Ah, trop cool, ok. Ouais. Ok, ça c'est cool déjà. Donc pour moi, elle est pas codée, c'est genre canon qu'elle est autiste. C'est juste qu'ils l'ont pas dit à l'intérieur de la série. Ouais, dans parce que ça n'existe pas. Ok. Voilà. Ou alors ils ont un autre terme, ça se trouve. Mais oui. Ok. Toujours avec la représentation des femmes autistes à l'écran, on a aussi une personne qui se fait de plus en plus entendre, surtout en Australie, c'est Chloe Hayden, donc une des actrices principales de Heartbreak High. Chloe Hayden joue le personnage de Queenie, et non seulement Chloe Hayden, l'actrice, est autiste, mais son personnage l'est aussi. Du coup, toutes les difficultés, les émotions, les joies que vit Queenie en tant que personne autiste se basent sur le vrai ressenti et aussi sur les talents d'actrice de Chloe Hayden. Exactement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Chloe Hayden, son personnage, Queenie, n'est pas le personnage principal. C'est un des personnages principaux, certes, mais ce qui fait que, genre, en fait, elle est pas définie par son autisme. Oui. Elle est surtout définie, je pense, en tant que personne, genre, elle est vraiment adorable. Genre, c'est vraiment un personnage, genre, trop gentil. Elle est littéralement haute en couleur, enfin, un peu comme tous les personnages en soi de la série, parce qu'ils s'habillent vraiment avec un style vestimentaire très particulier. Mais, en fait, elle est vraiment très joyeuse, elle est très loyale, et elle est aussi, elle est vraiment investie dans tous ses projets. Ouais. À chaque fois, elle s'investit à fond. Et moi, je pense que c'est tout ça qui l'a définie en tant que personne. Et évidemment, c'est aussi en partie lié à son autisme, je pense. Oui, absolument. Surtout dans la saison 2, on voit que genre, son investissement, c'est un peu son hyperfixation pour essayer de s'intégrer bien avec son nouveau groupe d'amis. Elle explique très bien dans une scène que j'ai trouvée très touchante, où elle dit qu'elle s'était autant investie parce que tout son groupe d'amis avait tellement changé qu'elle n'arrivait pas à s'adapter, tout ça. Du coup, elle avait trouvé un truc dans lequel elle pouvait s'investir pour essayer de connecter avec ses amis. Et au final, ça non plus, ça marche pas et ça la frustre. Et en fait, on voit qu'elle essaye de comprendre les règles du jeu un peu de la vie en société et qu'elle n'arrive pas à les comprendre ou qu'elle a du mal à s'adapter à elle et tout ça. Et que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour elle. Et tout son parcours à la fin de la 2e saison, je trouve ça assez incroyable sur le fait de dire allez vous faire voir, je vais arrêter de m'adapter à vous parce que vous adaptez pas à moi. Oui, c'est ça. Après, je trouve que ses amis, ils ont quand même essayé de s'adapter à elle, mais ils ont pas pris en compte ce qu'elle voulait sur le moment. Donc, c'est-à-dire que, certes, ils veulent lui faire plaisir. À un moment donné, elle a un grave accident, et du coup, ils vont la voir, et ils lui proposent une sortie qui est totalement dédiée à une de ses fixettes. En gros, c'est les grenouilles, et ce qui est d'ailleurs assez cool parce que l'actrice elle-même a une fixette sur les grenouilles. Donc, le personnage, il est vraiment, par moment, vraiment basé sur l'actrice. Donc, c'est assez cool. C'est un de ses intérêts spéciaux, donc ça veut dire qu'elle elle recherche beaucoup dessus. Genre, c'est un peu une obsession constante. Mais, sauf que ses amis, ils ont pas pris en compte le fait que elle voulait juste avancer sur son projet, elle voulait récupérer son ancien téléphone parce qu'elle avait des preuves par rapport à l'enquête qu'elle est en train de mener. Et donc c'est hyper frustrant parce qu'elle se rend compte qu'à la fois ses amis ils veulent lui faire plaisir, mais en fait ils savent pas comment. Et en fait c'est un peu frustrant parce que ça peut être aussi, on peut le grave l'interpréter en mode ses amis ils la connaissent pas réellement, parce que s'ils se mettaient au même niveau qu'elle de compréhension, ils auraient compris que en fait ça sert à rien de faire ça. Ouais. Ils auraient juste pu l'aider à retrouver son téléphone quoi. Oui, et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est assez courant chez les personnes autistes, en tout cas je sais que c'est mon cas, d'avoir une forte implication. C'est un peu du tout ou rien, très souvent. C'est soit je suis motivée pour faire quelque chose ou quelqu'un m'intéresse et j'ai envie d'être amie avec eux immédiatement, même si je viens juste de les rencontrer. Et il n'y a pas ce truc de degré, de niveau d'implication et tout ça. Donc je pense que c'est assez bien montré à quel point Queenie elle est investie et à quel point c'est une force positive, et aussi ça a un impact négatif sur elle et sur ses relations. Ouais, carrément. Mais du coup, moi, à chaque fois, je me pose la question, comme je te disais tout à l'heure, où genre l'actrice, elle est elle-même fan des grenouilles. Moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'elle nous dise, l'actrice, parce qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux, j'aimerais trop qu'elle nous dise, son degré d'implication dans l'écriture du scénario, en fait. Est-ce qu'ils l'ont vraiment prise à part, ils l'ont vraiment écoutée en tant que personne autiste pour bien écrire son personnage, parce que des fois, le personnage, il peut être très bien écrit, mais où l'actrice être mauvaise, ou l'inverse, mauvais scénario, mais bonne actrice. Ouais. Donc voilà, moi, j'aimerais trop savoir, je suis très curieuse. Je crois que, justement, Chloe Hayden, elle en avait parlé, elle n'était pas impliquée dans l'écriture du scénario, mais que sur le plateau ils réécrivent des trucs, elle donne son avis, des trucs comme ça, elle est comme impliquée énormément dans la création du personnage et tout ça. Ok.
Donc avec ce personnage de Queenie, on voit plein de côtés positifs de l'autisme. On voit une personne qui est joyeuse, qui a des amis, qui est bien intégrée, et aussi des côtés négatifs. Par exemple, lors du tout premier épisode, on lui donne un surnom qu'elle ne comprend pas, elle sait pas de quoi il s'agit, et du coup elle va faire des recherches dessus, elle va aller confronter la personne qui lui a donné ce surnom avec genre tout un tas d'informations pour expliquer pourquoi c'est pas vrai, et elle ne comprend pas justement cette limite sociale entre la personne lui a donné un surnom au hasard pour se moquer d'elle, et elle a pensé que c'était parce que la personne était Premier degré. ouais, que c'était premier degré, que la personne n'avait pas les infos, du coup elle est allée lui donner les infos, et il y a plein de petits moments comme ça où Queenie elle a pas tout à fait les codes sociaux, où elle prend les trucs premier degré, des trucs comme ça. Ça, c'est une information hyper importante sur les personnes autistes qui est souvent mal utilisée pour justifier des choses. Oui, par exemple, être autiste, ça ne justifie absolument pas un salut nazi. Non, ce n'était pas un salut romain, c'était un salut nazi. Il faut appeler les choses par les choses. Voilà. Comme le terme Asperger. Non, le terme Asperger, ce n'est pas à utiliser. Et si Elon Musk l'utilise, c'est parce qu'il sait très bien que Asperger, c'était réellement un docteur nazi qui a tué des enfants autistes. C'est vrai qu'aux États-Unis, le terme Asperger est utilisé de moins en moins. Chloé Hayden elle-même, elle a été diagnostiquée à 13 ans et ils lui ont dit qu'elle était autiste Asperger, et pendant longtemps, c'était un terme de confort pour elle auquel elle s'identifiait. Et quand justement toute cette polémique est venue, que Asperger était un nazi, que toutes ses études avaient été faites en torturant des enfants, elle a commencé à moins utiliser le terme. En Australie, en Angleterre, aux États-Unis, le terme est beaucoup moins utilisé. En France, on continue à l'utiliser parce que ça a moins fait polémique. On en a moins entendu parler. C'est quand même un nazi et c'est quand même très connu dans le monde anglophone. Elon Musk le sait très bien. C'est ça. Elon Musk, il a basé tout son empire sur l'information. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien ce que c'est un salut nazi. C'est pas un code social, c'est un geste très distinct. Et même s'il avait fait pas exprès, il n'a rien montré comme remords. Ouais, c'est clair. Et pareil, si en France on utilise encore le terme Asperger, je pense que c'est aussi parce que être autiste Asperger, ça se différencie des autres, parce qu'on a souvent ce cliché de l'autisme qui serait être stupide. Alors voilà, absolument pas. Avec Asperger, ce serait ce côté génie scientifique, comme voilà. je le donne. Asperger, ce serait l'autisme sans le retard mental, alors que HPI en fait. L'autisme, c'est tout un spectre où peut y avoir du retard mental ou pas. C'est ça, c'est un spectre en fait. Donc il y a autant de personnes autistes qu'il y a de formes d'autisme. Voilà. Donc on peut pas classer en plusieurs catégories l'autisme, c'est impossible. Donc voilà, on espère que cet épisode vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à lire notre blog de critique. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Salut.